Bien, donc maintenant on va faire une petite ouverture sur la transposition euh, de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, parce qu'il est évident que euh, en industrie, on va aussi avoir affaire à de la purification de protéines. Et forcément, comme on change d'échelle, on est à une échelle beaucoup plus grande, on change complètement en termes de volume, de masse, etc. Eh bien, les méthodes, même si elles reposent en général sur les mêmes principes de base, eh bien, les méthodes vont être sensiblement différentes. Et au lieu de faire une liste pour chaque étape comme on vient de le faire, ce serait long et en fait, ça formerait entre guillemets un cours à lui-même, hein. Moi, j'avais un cours de ça cette année en école d'ingénieur. C'était vraiment un cours sur le scale-up. Là, voilà, je vais me contenter de faire autre chose. C'est-à-dire que cet exemple-là, je vais le prendre. C'est quand on avait fait la purification du cytochrome C à partir de la levure de boulanger. Euh, on avait dû, dans notre compte-rendu, faire cette ouverture sur comment on aurait fait à l'échelle industrielle. Et donc, je vais vous présenter ça, comme ça au moins vous aurez un exemple de chaque et vous allez voir avoir une bonne idée globale. Donc, le, le protocole de base pour à l'échelle laboratoire, donc ce qu'on a fait, on est parti d'un pain de levure de 1 kg qu'on a, euh, qu'on a dissous dans de l'eau. On a fait une lisse cellulaire avec un solvant de l'acétate d'éthyle. On a ajouté du NaCl qui a permis de désorganiser les interactions du cytochrome C avec la membrane, parce que c'est pas une membrane intrinsèque, ce qui était très utile. On a clarifié, on a lavé à l'eau, tout simplement, avec l'ajout de la résine. Ensuite, on a fait une élution par un seau salin, donc on a augmenté le sel de manière importante et ça a permis de tout décrocher ce qu'il y avait sur la résine. Euh, Comme on a élué avec du sel, on a fait une dialyse pour dessaler et on a fait une purification avec une chromatographie d'échange d'ions par un gradient salin, ce qui nous a permis, en fonction de la différence des points isoélectriques, de séparer les deux isoformes du cytochrome C. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'échelle industrielle? Évidemment, on ne serait pas parti d'un point de vue de matière initiale avec des pains de levure. Ça coûterait affreusement cher s'il nous en faut plusieurs dizaines ou centaines de kilogrammes. Non, le mieux, c'est de, par exemple, acheter 1 kg de levure, de faire fermenter, d'en faire un bouillon, hein, un milieu de culture liquide, et de faire une phase de fermentation. Hein, donc ça, on peut le faire en bioréacteur, enfin voilà, ou biofermenteur. Donc, on a une levure en suspension issue d'une phase de fermentation. Ensuite, pour la lisse cellulaire, je vous avais dit au cours de la présentation que on essaie d'utiliser le moins de détergents ou de solvants possible. Parce que de un, ça coûte cher, et de deux, ben, niveau de la planète, c'est pas très ouf hein, d'avoir des solvants en grande quantité parce que qu'est-ce qu'on en fait après? Non, le mieux c'est de faire des lises mécaniques qui n'apportent pas d'apport supplémentaire dans l'échantillon. Voilà, deux possibilités, soit l'homogénéisateur à haute pression, soit le broyeur à billes. Donc ça, c'est l'homogénéisateur à haute pression qu'on appelle aussi presse de French à l'échelle laboratoire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un dispositif où on va avoir l'échantillon qui va passer dans un circuit de tout petits tuyaux, de petites cavités à très haute pression. Donc là, on est à très haute pression dans le dispositif. Et l'échantillon va ressortir de la machine. Et en dehors de la machine, on est à pression atmosphérique. Donc, comme la pression baisse d'un coup, eh ben, les cellules vont imploser. Elles vont éclater d'elles-mêmes, dû à la différence de pression. Ainsi, on se retrouve avec un LISA contenant le contenu cellulaire et les débris membranaires et les parois en fonction de ce qu'on a. Donc ça, c'est
quand même très pratique, hein. Juste on fait passer le liquide et on se retrouve avec un lisa avec le tout extrait. Ou alors on utilise un broyeur à billes, donc on a pareil un dispositif rotatif cette fois, dans lequel on va avoir des pales, un peu comme dans un bioréacteur, avec un, voilà, un disque rotatif, un, un élément central rotatif. L'échantillon rentre dedans. À l'intérieur, on aura mis des billes qui sont plus petites, enfin qui ont une taille inférieure à celle de nos cellules. Ça veut dire qu'avec la force de rotation, il va y avoir une force de cisaillement entre les billes et les cellules et on va avoir, comme ici, un extrait avec le contenu cellulaire qui va être libéré avec les membranes. Euh, et donc on se retrouve avec un lisa qui n'est pas clarifié par conséquent. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un simple lavage, on va faire une microfiltration tangentielle avec une chromatographie liquide, avec une élution. Donc là, les chromatos, c'est les chromatographies, que ce soit ici ou là, elles peuvent se faire exactement de la même manière à l'échelle laboratoire ou industrielle. Seulement, c'est des colonnes qui vont être beaucoup plus grosses en taille, en largeur, mais pas forcément en hauteur. Mais en tout cas, ce qui va changer, c'est ici, la clarification va se faire par microfiltration tangentielle. Parce que le problème de la filtration classique à base de pistons, c'est que, en fait, si vous avez trop de débris cellulaires, par exemple, eh ben, les débris cellulaires vont boucher la membrane filtrante et vous allez être limité. Et donc, il va falloir recommencer avec une nouvelle membrane et c'est un peu ennuyant, c'est fastidieux. La microfiltration tangentielle permet d'avoir une filtration en continu. Elle se base en fait sur une différence de pression de part et d'autre de la membrane avec une pression supérieure au niveau de l'échantillon qui passe. Et ce qui va se passer, c'est que on a un flux qui va être perpendiculaire à l'axe de filtration en fait, ou alors si vous préférez, elle va être parallèle à la membrane. Et ça permet quoi? Ça permet de retirer en continu ce qui va être retenu par la membrane. Donc ici, les gros trucs verts, ça peut être par exemple des débris cellulaires. Eh bien, en temps normal, ça va s'accumuler si le flux est dans ce sens-là. On va avoir une accumulation de plus en plus épaisse et ça ne filtrera plus rien. Là, en étant perpendiculaire, on va avoir, grâce au flux, justement, à la circulation de l'échantillon, on va avoir un dégagement continu, un renouvellement de la membrane et on n'aura pas de dépôt de débris cellulaires et on va pouvoir avoir une filtration en continu. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on peut avoir quelque chose en continu sans avoir besoin de l'arrêter en industrie, c'est très intéressant économiquement, un gain de temps, etc. Et en industrie, le temps, c'est de l'argent, hein. Ça, c'est pas, je l'ai pas inventé. Donc, microfiltration tangentielle. Donc, microfiltration, pourquoi? Parce qu'on va avoir un seuil de coupure qui va permettre de laisser passer les protéines, mais de retenir tous les débris cellulaires. Voilà. Ensuite, pour la dialyse, parce que là, on aura aussi un échantillon qui va être salé avec le seau salin, après la chromato liquide, et ben là, on va pas faire une dialyse parce que une semaine, les industries peuvent pas se permettre, ça prend trop de temps. On va faire une ultrafiltration ou une diafiltration euh, qui va être également, comme avant, une filtration tangentielle. Et alors là, ultrafiltration, diafiltration, ça veut dire que le seuil de coupure va être plus petit que la taille des protéines. Et là, ça permet quoi? Ça va permettre de retenir nos protéines et le, le perméa, donc tout ce qui va passer au travers, va être la solution qui va être salée. Donc tous les ions salins vont passer au travers de la membrane. Et alors la diafiltration, elle apporte une chose supplémentaire, c'est que elle va permettre de pouvoir laver les protéines.
ce qui va permettre vraiment de les dessaler au maximum, en plus de les concentrer, parce qu'elles vont être retenues sur la membrane. Donc, entre guillemets, on récupère que nos protéines pures, enfin pures, sans nos protéines qui vont pas être en solution. Donc ça va être très intéressant. Et enfin, la chromatographie d'échange d'ions, elle va être vraiment équivalente d'un point de vue industriel. Donc là, ça va pas changer. En tout cas, voilà. Et voilà, donc là j'ai été rapide, j'ai donné quelques exemples, mais c'est important d'avoir un regard, une ouverture sur les échelles industrielles. Et évidemment, les objectifs de purification vont nettement changer en fonction de si on est d'un point de vue recherche fondamentale en laboratoire avec quelques millilitres de protéines, ou à l'échelle industrielle où on veut produire par exemple une protéine thérapeutique en grande quantité et très pure. Voilà. Eh bien, on va terminer avec cette conclusion où là, je vais apporter certaines définitions des grandeurs que l'on va pouvoir déterminer au cours de la purification. Donc, on peut avoir un suivi quantitatif de notre protéine où on va vraiment rechercher s'il s'agit d'enzymes, ce qu'on appelle l'activité spécifique de l'enzyme, l'activité catalytique ou l'activité enzymatique de l'enzyme. Donc là, on va avoir deux paramètres importants pour ce suivi quantitatif, la quantité totale de protéines dans les différentes fractions et l'activité de la protéine dans les différentes fractions. C'est quoi les fractions? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le carrousel, là, hein, c'est le collecteur de fractions. Vous allez avoir une dizaine, voire une centaine de fractions protéiques. Eh bien, il faut faire un dosage, par exemple spectrophotométrique. Vous mesurez l'absorbance à 280 nanomètres. Hein. Je rappelle que les protéines absorbent à 280 si elles contiennent les acides aminés aromatiques, surtout tryptophane et tyrosine. Eh bien, on va pouvoir doser les protéines. Et si jamais vous avez par chance votre protéine cible qui absorbe spécifiquement à une autre absorbance, bah là c'est même encore mieux parce qu'en mesurant l'absorbance spécifique de la protéine et l'absorbance à 280, vous allez pouvoir faire le rapport entre l'absorbance entre l'absorbance spécifique de votre protéine divisé par l'absorbance à 280, ça va vous donner le ratio de votre protéine cible sur les protéines totales et ainsi vous donner une idée de la pureté de votre protéine en pourcentage. Et ça, c'est très intéressant. Notre cytochrome C est en rouge, il est absorbé à 410. Ainsi, on pouvait faire le rapport de 410 à 280. On pouvait avoir une idée de la pureté grâce à cette mesure d'absorbance. Alors, ensuite, vous pouvez mesurer, calculer au cours de la purification l'activité spécifique de votre enzyme, si c'en est une. C'est ce qu'on appelle le ZSP. Le Z étant l'activité de l'enzyme, activité enzymatique, qui va être divisée sur la masse de protéines totale. C'est toutes les protéines. Là, faut pas, c'est très important, c'est toutes les protéines pour l'activité spécifique. Donc ce calcul peut être fait. Ensuite, au cours de la purification, il y a le principe de rendement, évidemment, qu'on note nu ici. Donc le rendement d'une étape, ça va être le rendement de l'étape initiale, de cette étape divisé par le rendement de l'étape précédente fois 100. Hein, vous allez avoir ainsi le rendement de cette étape, ou alors le rendement global de la manip avec l'activité enzymatique finale divisé par l'activité initiale fois 100. Et évidemment, vous aurez quelque chose qui sera bien inférieur à 100%. Hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez essayer de vous en approcher, mais voilà, il ne faut pas trop rêver. L'enrichissement ou le facteur de purification. Donc ça va être l'activité spécifique finale sur l'activité spécifique initiale qui va être bien supérieure à 1. Si par exemple il est de 3, eh ben vous aurez purifié 3 fois au cours de votre purification. Donc ça, c'est pour le suivi quantitatif. Évidemment, il y a un suivi qualitatif. Ça va être par rapport à la pureté aussi que vous allez pouvoir suivre par électrophorèse en gel d'agarose en conditions dénaturantes avec une SDS page. Voilà. Euh,
La conservation de l'échantillon, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, alors, juste avant, par rapport à la SDS page, donc je rappelle, hein, c'est une électrophorèse en conditions dénaturantes. Le SDS, je rappelle, c'est un détergent ionique qui va dénaturer les protéines et qui va conférer à toutes les protéines la même charge qui va être négative. Ça veut dire qu'au cours de l'électrophorèse, les protéines vont être séparées uniquement en fonction de leur masse moléculaire relative. Et ça, c'est important à savoir. Et à partir de ça, vous pourrez faire, par exemple, la spectrométrie de masse, enfin, ce que vous voulez en soi. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et ce que je voulais apporter, c'est qu'évidemment, avec les bandes que vous allez avoir euh, sur les puits qui vont correspondre à vos échantillons à différentes étapes de purification, vous allez pouvoir déterminer la pureté. Sauf qu'en fait, non, vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a une nuance qui est très importante ici, c'est que certes, en fonction de la taille de votre protéine, elle va migrer plus ou moins loin, et donc vous aurez des bandes à différentes tailles en Dalton, mais si vous avez une bande à 12 kilodalton, admettons, rien ne vous dit que vous n'avez pas plusieurs protéines au niveau de cette bande. Parce que si vous avez trois protéines qui ont la même masse moléculaire relative, les trois vont migrer à la même hauteur. Donc certes, vous voyez une seule bande sur votre fraction, ah bah super, j'ai une protéine pure. Non, 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 vous avez au moins une protéine à cette masse-là. Et c'est seulement la spectrométrie de masse qui va pouvoir vous permettre de dire si vous avez plusieurs protéines sur la même bande. Ça, c'est une nuance qui est importante parce que on le voit souvent quand on fait ça avec des acides nucléiques. Hop, on voit une bande, on est pur. Non, vous n'êtes pas pur, on ne sait pas encore, hein. Euh, voilà. En revanche, si vous faites une SDS page croisée avec une iso-électrofocalisation, ce qu'on appelle une IEF, si vous croisez les deux, vous faites une électrophorèse en deux dimensions, et là, vous êtes séparés d'abord en fonction du point isoélectrique de votre protéine, et ensuite vous faites la condition dénaturante, et là, vous séparez ensuite en fonction de la taille. Et là, par contre, la pureté a plus de sens parce que ce serait quand même très peu probable d'avoir deux protéines avec la même masse et le même point isoélectrique. Voilà, ça peut être fait, même si l'électrophorèse en deux dimensions n'est plus vraiment fait. Ce qui est dommage parce que moi je trouve ça vachement élégant. Donc ça, on pourra en reparler. Je pourrais éventuellement faire un cours sur l'électrophorèse parce que là, il y a beaucoup de choses à dire également. Pour terminer sur la conservation de l'échantillon, elle peut se faire au froid, enfin elle se fait au froid, donc entre -20 et -80 degrés, avec présence d'un antigel, le glycérol, pour éviter la formation de glace. Pourquoi? Parce que je rappelle que la plupart des protéines sont globulaires. Enfin, beaucoup de protéines sont globulaires. Elles ont donc des pores. De l'eau peut donc se loger dans les pores de la protéine. Et si elle se transforme en glace, eh bien, ça augmente en volume, ça peut dégrader la protéine, ça peut la casser. On va éviter. Donc, on va mettre par exemple du glycérol. Ça va permettre de ne pas geler. Ensuite, on veut éviter que les protéines s'oxydent, donc qu'elles forment des agrégats en formant par exemple des ponts disulfures entre elles. Là, on va ajouter donc des agents réducteurs, donc du bêta-mercaptoéthanol, du didiotriitol, du DTE, de l'EDTA. Voilà, vous avez le choix. Protection contre les protéases, évidemment, on aimerait éviter que les protéines soient dégradées par des enzymes qui dégradent les protéines. On va mettre ici par exemple ce qu'on appelle un chélateur d'ion bivalent, hein, le DTA, éthylène diamyle tétraacétique. Les protéases, en fait, sont des enzymes qui vont fonctionner grâce à des ions, souvent des ions positifs bivalents comme des ions magnésium, c'est courant. Et ben, le DTA euh, euh, chélater ces ions et va permettre aux protéases d'être inactives. C'est intéressant. Et on peut évidemment faire une lyophilisation
à base de congélation et sublimation. Donc ça c'est juste un petit point parce qu'évidemment quand on purifie, on peut être amené à vouloir conserver nos extraits et il faut savoir comment. Les protéines, je rappelle, sont des molécules qui sont extrêmement fragiles et il faut vraiment les manier avec précaution. Il faut être très doux avec elles. Donc voilà, on en a fini pour ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouvera sur le prochain cours qui va, se, qui va se focaliser sur les dosages de protéines. Prenez soin de vous.